Nous avons le grand plaisir de recevoir à nouveau Paul Watkinson. On va représenter à nouveau, s'il en était besoin, qui a été l'une des chevilles ouvrières de la COP21 en 2015, qui a été l'un des patrons des négociateurs français, qui a aussi travaillé plus tard dans les négociations à l'ONU et qui maintenant est conseiller du directeur des affaires européennes et internationales du ministère de la Transition écologique. Nous le recevons ce matin pour essayer de faire un point de la première intercession de négociation sur le climat qui s'est déroulée ces 3 dernières semaines en virtuel. C'était finalement la première fois, en tout cas officiellement, que les négociateurs climat internationaux renouaient le contact après la COP de Madrid et ses résultats plus que mitigés. Alors, Paul, est-ce que déjà, ce sera ma première question, est-ce qu'on sait finalement si la COP26 aura bien lieu, puisque j'ai cru comprendre que beaucoup de négociateurs internationaux n'avaient pas encore leur chambre d'hôtel? Oui, donc bonjour à tout le monde. Peut-être juste un petit cadrage et de contexte. C'est vrai que je suis ces travaux des négociations internationales depuis des années. Pendant longtemps, je pilotais la délégation française, je faisais partie de la COP21 et j'étais pendant 2 ans président de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la COP. Cette année, je ne fais je n'assure aucun de ces rôles. Je suis là plutôt en tant que conseiller. Donc, je m'exprime off, plutôt comme un observateur un peu expert, mais pas en première ligne cette année. Et évidemment, je ne parle pas au nom du ministère et il faut vraiment parler avec Stéphane Cruza, qui est l'ambassadeur climat ou les services du ministère pour une position un peu plus officielle. Mais bon, je suis heureux de parler globalement du contexte et de l'organisation des travaux et comment ça se situe. Donc, pour répondre à ta première question, pour l'instant, la position très claire des autorités britanniques, c'est le maintien de la COP26 à Glasgow en présentiel, a priori, en mois de novembre, avec même décision d'avancer d'un jour l'ouverture formelle de la conférence au dimanche 31 octobre, afin d'avoir la possibilité d'avoir un segment à haut niveau avec des chefs d'État de gouvernement le lundi et le mardi, le 1er ou le 2 novembre. On n'a pas toutes les informations sur l'organisation de cette partie-là, mais ça reste clairement leur intention affichée. Il y a beaucoup d'incertitudes liées à l'évolution de la pandémie d'ici là, liées à l'accès aux vaccins. Je pense pour la délégation française ou d'autres, ça ne devait pas être un souci. Mais pour beaucoup de délégations, je pense qu'il y avait un article de Politico il y a quelques semaines qui avait questionné beaucoup de délégations. Il y en avait beaucoup qui craignaient de ne pas avoir accès aux vaccins. Il y avait une offre des Britanniques de fournir des vaccins aux délégués qui en auront besoin, sans précision sur comment ça va se passer. Et c'est vrai qu'il subsiste pas mal d'incertitudes sur tous les aspects logistiques, hébergement, etc. Et force est de constater que lorsqu'il y avait une session dédiée à la partie logistique de la conférence, il y avait beaucoup plus de questions qu'il y avait de réponses. Donc, je pense qu'on s'interroge tous sur le format final. Je pense qu'il est clair que la volonté est de maintenir la COP. La volonté est claire d'avoir une grande partie en présentiel, mais qu'est-ce que ça implique pour l'ensemble des activités par rapport à l'équilibre normal? Pardon, excusez-moi. Donc, plus de questions que de réponses pour l'instant. Est-ce qu'on peut regarder grande thématique par grande thématique si les discussions ont permis de faire avancer les choses sur
lors des 3 dernières semaines de réunion. Ça commençait un petit peu mal puisque l'objectif des 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 n'a pas été atteint. Est-ce que c'est un engrenage qui risque de gripper tout le reste de la machine? Bon, peut-être avant de répondre à ces questions-là, un mot sur le fait que cette session de 3 semaines a bien eu lieu. Et je trouve, ça fait 18 mois maintenant depuis la clôture de la session de la COP25 à Madrid. Et pendant cette période, on n'avait pas eu formellement de session. On a eu quelques consultations informelles, on a eu une série d'événements, mais c'est la première fois qu'on a essayé de faire une session virtuelle à distance. Il y avait beaucoup de réticence à franchir ce pas. Pour des raisons d'accès au système. Il y a eu quelques problèmes d'accès pour pas mal de délégués. Le G77, est-ce que vous êtes là? Donc, c'était loin d'être parfait sur ce plan d'organisation. Néanmoins, ça a bien eu lieu. Tout le monde a accepté de participer à une session qui fait vraiment partie, c'est une session qui regroupe l'ensemble des travaux qui auraient dû avoir lieu en 2020 et 2021. Et ça se reprendra vraisemblablement à Glasgow comme la deuxième partie de cette session. La seule chose, c'est une session qui n'a pas pris de décision. Donc, ça reste, c'était pas informel, mais les résultats pour l'instant restent informels. Donc, je reviendrai là-dessus lorsqu'on parlera un peu de l'ambiance et de ce qu'on a pu faire. Néanmoins, je trouve que c'était très positif que cette session ait eu lieu avec une participation active de l'ensemble des délégations. Et malgré les critiques, malgré les problèmes rencontrés par certains pour y participer pleinement, tout le monde a accepté que c'était nécessaire, en l'absence d'une réunion en présentiel, d'avoir cette session en distanciel. Donc, c'était une étape importante pour créer ce momentum dont on a besoin. Alors, c'est sûr que la négociation technique a avancé relativement peu, franchement. Je peux parler un peu plus sur différents thèmes, mais c'est sûr également que cette session se situe dans une préparation de Glasgow qui va être dominée par d'autres problématiques que les négociations strictement techniques qui ont été traitées lors de cette session virtuelle. La mobilisation du financement, notamment des 100 milliards par les pays développés, est un enjeu essentiel. Et pour l'instant, nous ne sommes pas au rendez-vous, c'est clair. Il y a eu quelques annonces. Les Américains ont dit clairement qu'ils sont de retour et qu'ils vont doubler le financement climat. Il y a quelques annonces des Allemands, des Canadiens en marge du G7, qui n'a pas réussi, disons, de créer totalement rassurer tout le monde de la bonne volonté des pays développés à respecter tous sur quoi ils se sont engagés. Néanmoins, cette question est clairement un des éléments de la réussite de Glasgow. Donc, il y a des tensions autour de ces questions qui n'ont pas été résolues lors de la session virtuelle, sauf que, forcé de constater, je pense qu'il y avait un entretien que j'avais vu de Patricia Espinosa la semaine dernière. Elle a dit que les finances n'ont pas été abordées faute de temps. C'est pas tout à fait vrai. C'est que cette session était technique et portée sur des questions de rapportage, les règles de différents aspects de la mise en œuvre de l'article de l'accord de Paris, différents aspects. Et ces questions des 100 milliards ne sont pas à l'eau du jour parce que ce n'est pas du ressort des négociations techniques d'y répondre. De même, le relèvement de l'ambition des contributions décidées au niveau national, les NDC, les objectifs
des parties où, pour l'instant, on est toujours loin du compte, même s'il y a eu des annonces ces derniers mois, on est toujours loin du compte de ce qui est nécessaire pour rester même 2 degrés, sans parler de 1,5. Encore une fois, c'est un sujet qui ne peut pas être traité par une réunion technique de ce type-là. C'est le contexte politique de la préparation de Glasgow. Et donc, et bien sûr, ça se situe dans le contexte bien plus large de la relance et de la gestion de la pandémie cette année. Donc, je fais, désolé d'une réponse un peu longue, mais les 100 milliards, la question de l'ambition, le contexte beaucoup plus large et les règles techniques doivent s'articuler. C'est vrai que les règles techniques seules ne répondent pas aux besoins de la pleine mise en œuvre de l'accord de Paris ou les conditions politiques dont on a besoin pour la réussite de Glasgow. En revanche, l'absence de préparation des décisions techniques posera de gros problèmes pour la réussite de Glasgow. Donc, c'est ce qu'on a pu faire, ce qui reste à faire. On peut en parler un peu plus. Alors, sur les grands points techniques, on peut battre les premiers. Est-ce qu'on a progressé, par exemple, sur les règles de mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris? Moi, mon sentiment, c'est qu'on a fait assez peu de progrès sur l'article 6. Pour préciser l'article 6, il y a 3 volets. Il y a un volet qui est vraiment comment on fait la comptabilisation des échanges entre parties pour éviter le double comptage et l'intégrité horizontale de l'accord de Paris. Il y a un mécanisme pour générer des crédits, un peu comme le mécanisme pour le développement propre du protocole de Kyoto. Et ensuite, il y a une troisième partie qui sont des approches non fondées sur le marché. Et l'article 6, c'est trois volets qu'il faut préparer. Lorsque nous avons laissé le débat à Madrid il y a 18 mois, on se focalisait surtout sur les 2 premiers, ce qu'on appelle 6.2, les échanges entre parties et la comptabilisation, et le mécanisme de l'article 6.4. Le 6.8, qui est les approches fondées sur le marché, posait beaucoup moins de problèmes. Et je pense que les problèmes qui se posaient à Madrid se posent toujours pleinement, parce que les solutions ne sont pas réellement techniques, ce sont des solutions politiques dont on a besoin pour trouver un accord à Glasgow. Je pense que les gros problèmes concernent la transition entre le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, entre les crédits générés notamment par le mécanisme pour un développement propre jusqu'en 2020 sous le protocole de Kyoto. Il en reste pas mal. Et la volonté de certains partis comme le Brésil notamment, qui voulaient que ça passe sous l'accord de Paris et puisse être utilisé pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. On a déjà un problème de manque d'ambition sous l'accord de Paris, donc laisser passer l'ensemble de ces crédits mécaniquement baisse le niveau d'ambition de l'accord de Paris pour les années à venir. Et donc la volonté de beaucoup de partis, soit de bloquer totalement la transition de ces crédits vers l'accord de Paris, ou au minimum faire en sorte que la transition soit très limitée. Et le débat tourne toujours autour de jusqu'où on peut limiter. Il y avait une certaine ouverture des Brésiliens à parler d'une limitation, ce qui est quand même bien, mais on a parlé beaucoup à Madrid sans trouver d'accord. C'est maintenant, il faut sans doute un débat politique. Il y a quelques questions liées aux détails des règles comptables et l'application à un certain type de projet qui sont importantes pour la crédibilité et l'intégrité du système, mais je pense que ces questions vont être résolues si on trouve une solution à la question des crédits Kyoto. Et ensuite, il y a une ponction sur les crédits générés par le mécanisme 6.4 qui doit, effectivement, il y a 2% ou quelque chose de crédit qui doivent aller abonder un fonds qui va financer l'adaptation dans les pays en développement. On avait la même chose sous Kyoto. Le problème n'est pas vraiment la poursuite de cette ponction pour financer l'adaptation, mais son application à d'autres provisions qui n'étaient pas prévues par l'accord de Paris.
avec un affrontement entre les pays en développement, les États insulaires, les Africains notamment, et les pays développés qui disent « Ah mais non, à Paris, on a décidé contre ». Mais là, c'est très lié au débat sur les finances. Les 100 milliards, la mobilisation du financement pour l'adaptation, on voit un peu ces liens tissés entre sujets qui ne peuvent pas être, encore une fois, résolus par les experts techniques, mais doivent être résolus dans un contexte plus large au niveau politique. Et c'est rassurer sur le financement de l'adaptation. Un dernier point sur l'article 6, le 6.8, qui est ces approches non fondées sur le marché. Moi, je trouve que c'est un élément très intéressant. C'est toute la coopération qui ne génère pas de crédit. Et on fait beaucoup de ce type de coopération. La question, à quoi sert? Quelle est la valeur ajoutée de ça? Et à l'origine, c'est une demande très forte de la Bolivie, avec le Venezuela et quelques autres pays avant Paris. Et ensuite, entre Paris et Katowice et Madrid, il y avait très peu d'implications sur ce sujet. On s'apprêtait à lancer un programme de travail et le gros sujet, c'était la gouvernance. Quel type de comité devait être associé? Grand débat pour les experts dans un cadre onusien, très peu d'importance pour le monde réel. Ce qui est intéressant, après les élections en Bolivie, les Boliviens sont de retour actifs sur ce dossier et ça nécessite sans doute une meilleure prise en charge dans les négociations d'ici Glasgow. Je pense que ça ne transforme pas le débat, mais ça fait en sorte que ce n'est pas uniquement autour du marché, c'est également ces approches non fondées sur le marché qui ont vraiment besoin d'avoir leur place dans cet équilibre. Un dernier mot. À Madrid, on espérait trouver un accord global sur l'article 6 en laissant un peu de temps, notamment en 2020, pour résoudre quelques petits points de détail. Il y avait par exemple une demande des Saoudiens de pouvoir avoir des projets qui étaient des échanges qui n'étaient pas libellés en tonnes de CO2, mais éventuellement en utilisant d'autres métriques. Mégawattheure de production d'énergie renouvelable ou quelque chose comme ça. Le problème, ça peut être transposé en tonnes de CO2. Le calcul est très différent en fonction du pays et du contexte. Si on a beaucoup d'énergie renouvelable, ok. Si on a du charbon ou du pétrole, le contenu carbone est très différent. Donc la façon qu'on allait résoudre ces questions, on a laissé en suspens à Madrid, mais 2 ans plus tard, on ne peut pas laisser en suspens tous ces détails techniques. Donc ça complique un peu ce qu'on avait prévu à Madrid, parce qu'il y a des points secondaires qu'on allait laisser pour plus tard, qu'on peut sans doute pas laisser pour plus tard à Glasgow. Donc la vérité, c'est qu'on a fait relativement peu de progrès cette semaine-ci. On a entendu globalement les mêmes positions depuis toujours. C'était, je pense même en personne, on n'aurait pas fait beaucoup de progrès, on aurait eu probablement le même type de débat, parce que c'est désormais un débat politique qui est nécessaire. Les Britanniques ont annoncé qu'ils vont travailler avec les ministres de la Norvège et de Singapour, qui vont les aider à lancer un débat politique, des consultations politiques, dès le mois de juillet, en invitant des ministres à participer de façon à ces consultations sur l'article 6 et ensuite un certain nombre d'autres sujets. Donc on voit la montée en puissance maintenant politique des Britanniques pour la préparation de Glasgow, notamment sur l'article 6, mais on verra ça sur les finances, sur l'adaptation, sur la transparence potentiellement, sur un certain nombre d'autres thèmes au cours des prochains mois. Il y a une chose qui peut surprendre, c'est que on voit que régulièrement le futur président de la COP, l'ancien ministre britannique, est
fait une tournée mondiale pour effectivement négocier avec les différents gouvernements. Ça, il est tout à fait dans son rôle. Mais on voit que parallèlement, l'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, l'ancien secrétaire d'État, fait exactement la même chose. Alors, est-ce qu'il y a deux diplomaties parallèles ou est-ce que les agendas de la présidence américaine et de la présidence britannique de la COP ne sont pas tout à fait convergents? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Ouais, bon, je ne peux pas donner une réponse très claire parce que je n'ai pas l'information sur les débats entre les Britanniques et les Américains, sur l'articulation entre les programmes. Je pense qu'il y a deux rôles différents quand même. Une présidence, comme on a fait en 2015, c'est toute une préparation d'une conférence. C'est connaître les personnes et que mieux que voyager, rencontrer les gens chez eux pour créer la confiance. Laurent Fabius a visité je ne sais pas combien de pays. Bon, il était ministre des Affaires étrangères à l'époque, donc il avait d'autres dossiers à suite, mais il mettait ça sur la table chaque fois. On avait des ambassadeurs qui faisaient des voyages en parallèle, donc on a réussi à contacter quasiment tout le monde. Donc je pense que les Britanniques s'inspirent beaucoup de ce fonctionnement. La prise de contact, c'est quelque chose d'important. Écouter les gens directement, c'est pas simplement lire la déclaration, la soumission, le texte qui est sur la table, mais de quoi avez-vous vraiment besoin? Ces créations de relations de confiance, ça va au-delà du texte et de négociation. C'est ce dont on a besoin pour pouvoir présider une conférence. Je pense que les Américains, ils ont un autre rôle à jouer. Déjà, les Américains doivent renouer leurs relations avec beaucoup de pays après les 4 ans de Trump. Gary, on est très conscient, comme les autres, de l'administration Biden. Donc, je pense que c'est pour dire on est de retour. Et avec la difficulté de plus, ce n'est pas la première fois que les Américains ont fait défection. On a déjà eu ça avec Bush et le protocole de Kyoto. Maintenant, on a eu Trump. On fait confiance à l'administration Biden et son équipe, mais les gens se posent la question, et dans 4 ans, ce qui va se passer? Donc, il y a quand même un travail très important de recréation de confiance avec beaucoup de pays pour les Américains. Donc, ce n'est pas simplement la préparation de Glasgow. Et ensuite, les Américains ont une position en tant qu'États-Unis. La position n'est pas forcément identique à la position d'une présidence, c'est pas forcément identique à la position des Européens, au contraire. Il y aura forcément des points de désaccord sur le fond, même si on peut espérer une grande proximité sur beaucoup de dossiers. Et comme nous avons vu avant Paris, une diplomatie active des États-Unis nous a été très utile à l'époque, notamment par rapport aux Chinois, mais par rapport aux Saoudiens, par rapport à d'autres pays avec qui on avait de problèmes. Que les Américains voyagent, dialoguent avec les Brésiliens sur ci, avec les Chinois sur d'autres choses, ça fait partie de l'ensemble des actions pour tisser ces liens dont on a besoin pour les négociations. La négociation ne se fait pas uniquement les 3 semaines où on était dans des réunions en ligne. C'est toutes les conversations qu'on aurait fait beaucoup en marge d'une conférence si on avait été à Bonn. Mais là, franchement, c'est très difficile lorsqu'on c'était pas Zoom, c'était Teams essentiellement, mais on voit des visages, on voit les noms, mais on n'a pas cette relation humaine. Et je pense que la diplomatie active, j'espère que c'est pas que des Britanniques et les Américains, j'espère que d'autres s'activeront beaucoup dans les mois à venir pour dépasser ces clivages, parce que simplement regarder un écran, je ne suis pas convaincu que ça suffise. Il y avait un gros sujet qui était aussi en discussion à Madrid, c'était tout ce qui concerne l'adaptation. C'est un sujet très très vaste et qui a été longtemps oublié. Est-ce que là, on a un petit peu progressé ou on en est toujours au même point de blocage que ceux constatés à Madrid? Je pense le problème qu'on a, je reviens sur le format de cette réunion. C'est ce qu'on appelle la session des organes subsidiaires de 2021, SP 2021.
Et on aurait dû avoir 4 sessions, 2 sessions en 2020 et 2 sessions cette année en juin et ensuite en marge de Glasgow. Donc, on a fait une session unique avec un ordre du jour qui recouvre tous les sujets qu'on a dû traiter pendant les 2 ans. Et ensuite, on a fait une première partie de la réunion pendant 3 semaines en abordant un certain nombre des points à l'ordre du jour, mais pas tous. Il y a quelques raisons pour ça. D'abord, il y a un certain nombre de points qui sont systématiquement traités en deuxième partie de l'année. Il y en a qui ont besoin de rapports de différents comités, groupes d'experts, etc., qui n'arriveront que dans quelques mois, donc ne peuvent être examinés pleinement qu'en deuxième partie de l'année. Et ensuite, il y avait quelques points où, franchement, on n'allait pas faire beaucoup de progrès, donc c'était mieux de les reporter. C'est souvent le cas. Alors, parmi les points qui n'ont pas réellement été traités, certains concernaient l'adaptation ou les pertes et préjudices. Parce que les rapports du comité d'adaptation d'un côté ou le mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices et son comité exécutif, il y a des rapports de 2020, mais les rapports sur 2021 ne seront disponibles qu'à la rentrée, à l'automne. Et c'est beaucoup plus rationnel de traiter ces rapports ensemble lors de la deuxième partie de la session qui aura lieu à Glasgow. Et donc, il y a des critiques déjà qu'on n'a pas abordé ces sujets pleinement pendant les 3 semaines, les 3 dernières semaines. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'on a ignoré totalement ces sujets. Il y a sur l'adaptation un certain nombre de sujets qui concernent les pays les moins avancés. Il y a un petit programme de travail sur les pays les moins avancés qui bénéficie d'un appui spécifique et d'un groupe technique pour les pays les moins avancés. Il y a des progrès sur ce dossier-là pour renouveler son mandat, imaginer comment ça se poursuivra ses travaux. Il y a ce qu'on appelle le programme de Nairobi sur l'adaptation. C'est un travail technique de partage d'expériences, d'informations dans différents domaines d'adaptation. C'est un véritable... moi, j'apprécie beaucoup, mais c'est pas vraiment un sujet très politique la plupart du temps. Donc, il y a quelques progrès, même si ça reste à achever à Glasgow. Mais à côté, il y a des questions qui n'ont pas été réellement abordées, et notamment ce qu'on appelle l'objectif global d'adaptation, qui est fixé par la Cour de Paris lui-même dans l'article 7, qui dit qu'il y a un objectif global d'améliorer la capacité d'adaptation, renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité au changement climatique. Mais on ne dit pas clairement ce que ça veut dire. Il y a une demande forte de beaucoup de pays en développement de parler explicitement de comment concrétiser cet objectif. Certains pourraient dire qu'il faut aller vers des définitions en termes de financement. Combien d'argent faut-il mobiliser pour l'adaptation? En parallèle, on a déjà parlé des finances. J'ai mentionné qu'il y a un financement pour l'adaptation qui est lié à l'article 6, mais également une demande très forte de faire en sorte d'avoir une égalité de financement entre l'atténuation et l'adaptation. Sachant que pour l'instant, dans les 100 milliards, une grande majorité va vers les actions d'atténuation et non pas l'adaptation. Il y en a qui disent que ça doit être 50-50. Donc, on a ce débat sur l'adaptation qui tourne en grande partie autour de la mobilisation du financement, encore une fois. Et comme j'ai dit, ce sujet ne pouvait pas réellement être traité ces dernières semaines. On entendait beaucoup que ça doit être pleinement à l'ordre du jour de Glasgow. Il y a une volonté de transformer ça en point à part. Là, ça devient un débat pour la COP, un débat au niveau politique. Donc, je pense qu'il y a eu de positionnement sur ce sujet ces dernières semaines, des travaux techniques, pas du tout inutiles, mais techniques. Mais le gros sujet, c'est l'importance de l'adaptation par rapport à l'atténuation, la visibilité de l'adaptation, et ensuite le financement de l'adaptation. Et c'est sans doute là qu'on aura le gros des débats d'ici Glasgow
dans les consultations menées par la présidence britannique et sans doute également à Glasgow lui-même. Et juste pour terminer, le sujet connexe des pertes et préjudices, c'est un peu les limites de l'adaptation et ensuite les gros, les dégâts laissés et comment répondre à ces dégâts. Là, il y a notamment la mise en place de ce qu'on appelle le réseau de Santiago, qui a été décidé par Madrid, qui doit mobiliser beaucoup d'acteurs, organisations non seulement au sein de la Convention climat, mais acteurs de développement, banques acteurs bilatéraux, acteurs des Nations Unies, dans l'action, la prise en compte des questions des pertes et préjudices. Et là, il y a la présidence britannique avec la présidence chilienne, qui est toujours un exercice formellement de la COP25, qui mène des consultations sur la mise en place de ce réseau, son hébergement, son fonctionnement. Il y a eu quelques consultations durant les dernières semaines pilotées par les Britanniques et les Chiliens. Ça va se poursuivre d'ici Glasgow pour faire en sorte que quelque chose de concret en termes de collaboration soit en place sur ce sujet-là. Donc, Madrid avait été la COP bleue, la COP de l'océan. Si j'ai bien compris, Glasgow sera la COP de l'agriculture et de l'alimentation. Comment ces deux activités, qui sont effectivement essentielles pour la maîtrise des gaz à effet de serre, va s'inviter dans les négociations, si toutefois c'est le cas? j'avoue que je n'ai pas étroitement suivi. Moi j'ai une vue d'ensemble des débats cette fois-ci. Je ne suis pas dans le détail. Il y a eu un mandat donné par Madrid au SABSTA, l'organe que je présidais dans le passé. C'est maintenant mon ami Tosi Mpanu de la RDC qui préside cet organe, qui a organisé il y a 6 mois, en mois de décembre, je pense, un événement sur l'océan pour donner suite à la question notamment au rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère. J'ai compris que cet événement a été très bien reçu et le secrétariat, sous l'autorité du président de SABSTA, a préparé un rapport. J'ai entendu des choses positives sur ce rapport. Je pense que la question, quelle suite donner à ce sujet? Là, je ne sais pas pour l'instant. Il y avait beaucoup de pays qui voulaient un point l'ordre du jour de la COP ou des organes subsidiaires qui soient pérennes. Les îles Fidji, le Chili, un certain nombre d'autres pays ont beaucoup porté ce sujet avant Madrid. Il reste à voir un peu comment traiter ce sujet par la suite. Quant à l'agriculture, il y a ce qu'on appelle le programme, le travail conjoint de Coronivia. Coronivia, c'est un centre de recherche aux îles Fidji sur l'agriculture. Donc, c'était lors de la COP 23, présidée par les îles Fidji, qu'on a lancé ce programme. Et ça fait quelques années qu'ils organisent une série d'ateliers techniques sur différents aspects de l'agriculture, l'atténuation et l'adaptation. Beaucoup d'adaptation, mais un peu d'atténuation à travers différentes problématiques. Ils ont poursuivi ces travaux pendant ces 3 semaines. Je pense qu'ils ont eu un travail assez intense sur ces questions et ils commencent à explorer des options qui pourraient faire l'objet d'une décision lors de la COP de Glasgow pour la suite. Il n'y a pas de consensus pour l'instant sur la suite à donner. Je pense qu'il y en a qui veulent un véritable programme de travail sur la COP pour les années à venir. D'autres qui pensent que ça risque de dupliquer ce qui se passe dans d'autres instances comme la FAO ou autres instances qui ont quand même l'expertise dans le domaine de l'agriculture. C'est pas à la Convention climat de faire des projets dans le domaine de l'agriculture dans les pays. On n'a pas les experts, on n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens. La FAO est sur le terrain, d'autres instances sont sur le terrain. Mais quelle collaboration, quelle visibilité donner à ces sujets? Donc, je pense que l'agriculture, c'est une des décisions qu'il faut
pour décider quelle suite donner. On a dû avoir ça fin 2020, fin 2021. C'est important de dessiner la suite à donner sur ce sujet. Alors, je vous propose d'ouvrir la séance de questions-réponses. Une question de Gilles Toussaint. Gilles, voulez-vous que je la pose ou voulez-vous la poser en direct? Bonjour, vous m'entendez? Parfait. Parfait. Bah, écoutez, je vais la poser en direct. Merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment très claire. C'est une bonne remise à niveau. On voit que le GIEC et l'IPBES mettent par des voies diverses une certaine pression pour qu'on intègre davantage la question de la protection de la biodiversité dans les négociations sur le climat. Je voulais savoir si c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour d'une manière ou d'une autre et quelles seraient les éventuelles pistes pour que ça puisse se concrétiser. Merci beaucoup. Oh, c'est une bonne question parce que c'est clair qu'on ne peut pas traiter séparément ces sujets. Pas totalement séparément. Ce n'est pas un sujet qui négocie pour l'instant activement. Et c'est vrai que le rapport du GIEC et de l'IPBES est sorti durant la session. Il n'y a pas eu d'examen ou suite donnée pour l'instant. Et nous aurons le rapport, les premières parties du 6e rapport du GIEC qui va sortir dans les mois à venir, notamment le groupe 1, qui fera sans doute l'objet d'événements à Glasgow et par la suite. Moi, je trouve, quand j'étais président de SAPSA, j'avais invité l'IPBES à faire une présentation à Bonn en juin 2019 de son rapport d'évaluation qui venait de sortir. Et j'ai découvert que l'IPBES n'était même pas formellement accrédité auprès de la Convention du climat. À ce moment-là, on a pu les inviter dans je sais pas, mais on a réussi à trouver des badges. Bon, ils sont sur place à Bonn, au moins le secrétariat, donc on a pu les faire entrer sans problème. Néanmoins, je pense qu'ils venaient avec d'autres titres. C'était pas ça, mais ça m'a un peu surpris. Donc, ce débat, chacun a eu tendance à travailler dans son coin jusqu'ici. Et c'est clair avec la COP de Kunming, et on ne sait pas exactement comment ça va se passer maintenant. Les incertitudes pèsent beaucoup sur ces conférences également. Il faut que chaque conférence porte sur son sujet. On a besoin d'une convention biodiversité qui traite les objectifs biodiversité. On a besoin de la COP climat et de l'accord de Paris qui traite les problématiques climat. Mais la mise en œuvre et l'appréciation des sujets a besoin de faire la jonction entre les deux. Donc, je pense en grande partie, c'est lorsqu'on arrive à la mise en œuvre qu'on va traiter de ces sujets. Ça arrive lorsqu'on commence à regarder clairement la question des solutions fondées sur la nature comme un point de jonction également entre les deux problématiques. Que ce soit l'atténuation, que ce soit l'adaptation, on a besoin d'en parler. Côté adaptation, je pense que ça fait plus longtemps qu'on parle de cette relation entre les deux problématiques. Et je pense un des éléments qui sera intéressant quand on commence à examiner pleinement la 6e évaluation du GIEC, ça va être ce que ça implique en termes d'utilisation des terres et l'impact sur la biodiversité, notamment les questions d'émissions négatives, etc., dont on trouve beaucoup dans beaucoup de scénarios sans toujours dire exactement ce que ça implique dans le monde réel et les conséquences pour beaucoup de domaines. Et je pense que c'est là, et là, ça va être de plus en plus pris en compte dans la préparation du bilan global, le stocktake qui doit être lancé en vue de 2023. Et je pense, franchement, c'est là on doit également adresser ces sujets. Ça veut dire, excusez-moi de vous interrompre, ça veut dire qu'on peut imaginer que dans le futur, donc effectivement les prochains stocktaking et autres, on intègre à un moment des règles d'utilisation de ces solutions fondées sur la nature, dans le cadre des NDC qui seront remis et des mesures qui sont envisagées pour commencer à les cadrer de manière beaucoup plus formelle. Je ne sais pas si... le bilan global n'est pas un endroit où on fixe des règles sur ce que chacun fait, mais on fait le point sur la situation.
Et je pense que si on fait le point sur la situation, on se rend compte qu'il y a un conflit majeur entre ce qu'on doit faire sur le climat et ce qu'on fait sur la biodiversité. C'est important que ce constat soit fait clairement. Pour l'instant, on n'a pas fait ça au sein de la Convention climat. On n'a pas eu ce moment, on n'a pas eu la base de faire ce constat. Je pense que ça ne se fera pas à Glasgow, mais je dis simplement lorsqu'on commence à regarder, et là c'est un avis purement perso, mais je pense lorsqu'on on va plonger dans ce qu'on va trouver dans le 6e rapport d'évaluation et on regarde en parallèle ce que nous donne IPBES, je pense qu'il est relativement essentiel, il est essentiel de plus en plus qu'on parle de cet aspect-là. Mais pour l'instant, cette articulation n'est pas à l'ordre du jour. C'est pourquoi je pense que c'est dans le cadre du bilan global où on fait le constat sur où est-ce qu'on est, où doit-on être, comment y arriver. C'est la question qu'on s'est posée il y a quelques années lorsqu'on a eu ce premier échange. Je pense là, ce constat serait essentiel, mais je suis désolé, c'est parce que pour l'instant, ce n'est pas formalisé dans le débat. D'accord, merci. Une question de Pascal Verdeau. Oui, bonjour. Pascal Verdeau, je suis le correspondant à Bruxelles de France Télévisions et donc forcément j'ai une question pour Paul sur l'attitude des Européens par rapport à cette COP. Ce qui fait la force des Européens dans tous les domaines, mais là aussi, et plus qu'ailleurs, c'est l'unité européenne. Et j'ai souvenir, moi, d'une COP que j'avais suivie, Copenhague 2019, où les Européens, ben oui, avaient été pris en tenaille entre Obama, qui revenait, les États-Unis et la Chine. Et on avait eu le sentiment, COP, qui a été vraiment une déception, pas d'accord contraignant. J'avais même eu le sentiment à ce moment-là que les Européens, au lieu de négocier avec les autres, négociaient entre eux. Donc voilà, est-ce que là, dans cette préparation Glasgow, vous avez le sentiment que la position européenne se fait autour d'une unité de négociation? Bon, moi, j'étais un des négociateurs de l'Union européenne à Copenhague, donc je m'en souviens bien. C'est pas des souvenirs très, très agréables. Ouais. Donc, merci de m'en avoir parlé ce matin. Je pense que c'est un des... Moi, je ne suis pas dans le pilotage de la délégation française, je ne suis pas dans les coordinations européennes maintenant, je m'en félicite parce que j'ai fait ça pendant trop longtemps. Donc, je regarde ça un peu de l'extérieur, et comme j'ai dit, de façon totalement officieuse. Moi, je trouve que l'Europe a une position qui reste très centralisée. Il y a une forte préparation en amont des positions au niveau technique. Je trouve encore plus centralisé, encore plus préparé en amont que il y a 10 ans. Il y a tout un système avec une équipe de négociation qui est là maintenant depuis, pour certains, quasiment 10 ans. Donc, il y a une stabilité, une centralisation de la préparation. Ce qui est difficile, c'est jusqu'où les Européens réfléchissent sérieusement aux intérêts de l'ensemble des autres. Et c'est sûr, parfois on peut passer plusieurs jours à discuter en interne pour faire en sorte que ça passe avec la Pologne, ça passe avec quelqu'un d'autre qui a une position un peu difficile sur tel ou tel sujet. Il y a tout un débat qui reste à résoudre sur les calendriers futurs des contributions déterminées au niveau national, 5 ans ou 10 ans. La plupart de nos partenaires disent 5 ans, quelques-uns disent 10 ans, quelques-uns disent 5 plus 5. Et l'Europe est un peu incapable de répondre parce qu'il n'y a pas de position claire de l'Europe. En partie parce qu'on s'est fixé un objectif à 10 ans et on a un peu de mal à dire à chaque fois on va nécessairement renouveler. Donc, il arrive parfois que les Européens soient un peu pris par le débat interne et incapables d'avoir l'influence. Cela étant, sur le plan technique, l'Europe
est très largement actif et sur les autres thèmes, sur l'article 6, la transparence, etc. L'Europe fait partie des moteurs des négociations. La vraie question, c'est l'ambition, les finances. Et je pense que sur les deux, l'Europe agit. D'autres, comme j'ai dit, je ne parle pas au nom de la France ni l'Europe, je parle off, mais je pense qu'on n'a pas à avoir honte de la situation par rapport aux autres en termes des objectifs, en termes de l'action. Cela étant, c'est le vrai débat maintenant, c'est la mise en œuvre. Et ça, c'est le débat qui se poursuivra à Bruxelles dans les mois à venir et sous présidence française de l'Union européenne l'année prochaine pour fixer les règles d'application des 55% pour 2030 et ensuite commencer à aller au-delà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, en attendant les autres, j'en ai une. Est-ce qu'on a une idée du calendrier des prochains rendez-vous de négociation? Est-ce qu'il est fixé ou est-ce que pour l'instant, pardon, on en reste à ces 3 semaines de réunion? Il y a une incertitude qui a été laissée à la fin de la session. On sait que la présidence ou les présidences chiliennes et surtout britanniques vont organiser un certain nombre d'événements au cours des prochains mois, avec les Italiens également pour la pré-COP. C'est fin septembre, début octobre, je ne me souviens plus des dates moi-même, mais c'est ces eaux-là. Comme j'ai dit, les Britanniques commencent déjà à préparer des consultations au niveau des ministres fin juillet, et sans doute d'autres qui se poursuivront. Un peu ce que nous avons fait avant la COP 21. On a fait toute une série de réunions informelles au niveau ministériel et technique auparavant. Donc, il y a un calendrier qui n'est pas totalement précisé de l'ensemble de ces événements, mais on aura sans doute quelques mois de consultations actives et de réunions en partie en distanciel, mais peut-être également quelques réunions en présentiel de préparation de la conférence de Glasgow. Une question ouverte, c'est est-ce qu'on fait encore une partie de la session des organes subsidiaires avant d'arriver à Glasgow? On devrait avoir la première semaine de Glasgow qui est la poursuite de tout ce qu'on vient de faire. On a des notes informelles sur la table qui ont été préparées ces dernières semaines, mais qui n'ont pas de statut, qui sont de qualité assez variable, disons. Certains sont juste des listes à la Prévert de toutes les idées de chacun. D'autres sont mieux structurés. Et certains partis disent, mais ce n'est pas le point de départ pour Glasgow. On doit recommencer. Bon, j'espère qu'on prendra ça comme le point de départ. Mais certains disent, on ne peut pas poursuivre des travaux si ce n'est pas en présentiel. Et on a entendu ça d'un certain nombre de pays, notamment sur les questions, par exemple, tous les tableaux qu'il faut préparer sur la transparence, un élément essentiel de la mise en œuvre de Paris, un travail technique difficile sur le plan technique, il reste des choses à faire. Quelques-uns disent, oui, on veut bien poursuivre, mais en présentiel. Mais est-ce qu'on peut avoir une réunion en présentiel d'ici Glasgow pour retravailler ces questions? Est-ce qu'on peut avoir, est-ce que les gens accepteront encore une semaine de réunions informelles en distanciel? On a laissé ouvert un peu ces points-là. C'est sans doute entre les mains des présidences et le bureau de la COP de décider comment organiser ou non. À mon avis, ce sera utile d'avoir quelques travaux sur certains points, pas l'ensemble, parce qu'une session détaillée pour tous les points, sans doute, n'est pas utile. Mais un focus sur un certain nombre de sujets clés, au niveau technique, peut toujours porter quelques résultats pour Glasgow. Mais le calendrier n'a pas été totalement balisé. Question de Sandy Dauphin. Oui, bonjour. En fait, j'aimerais savoir comment on peut mesurer l'échec ou le succès de la COP26, quels seront les critères, et puis deuxièmement, votre commentaire sur la relation sino-américaine. Est-ce que malgré les tensions
il y a une espèce quand même de ligne rouge à ne pas franchir d'un point de vue climatique, ce qu'on a vu lors du dernier sommet, me semble-t-il, où quand même il n'y a pas eu de position de blocage, enfin, il n'y avait pas de négociation, mais en tout cas, il n'y avait pas d'affrontement entre guillemets climatique. Et est-ce que ils sont plutôt en compétition ou en coopération? Enfin, comment vous analysez cette relation en ce moment? Ok, deux petites questions. Je pense par rapport à la réussite de la COP26, moi je vois, pour moi, il faut regarder à plusieurs niveaux. Il y a un niveau, ce que voit l'atmosphère, qui est les objectifs, les contributions nationales des pays. Est-ce qu'on a déjà un certain nombre de l'Europe passant à 55, les États-Unis avec l'objectif qu'ils ont annoncé, un certain nombre d'autres pays qui ont relevé l'ambition de la contribution déterminée au niveau national. Il y a quelques-uns qui n'ont pas fait beaucoup. La Russie, l'Australie, il y en a qui, pour l'instant, on attend toujours. L'Inde, notamment. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir encore des actions d'ici Glasgow? C'est pas strictement la COP qui fait ça, mais c'est le contexte, encore une fois. Et pour moi, c'est une des clés de la réussite de la conférence. Où est-ce qu'on est, sur la trajectoire vers le degré 1,5, ou est-ce que c'est plutôt 2,4 ou quoi? Donc, clairement, ça va être une des clés de lecture de la conférence. Et ça, c'est la mobilisation politique en amont et pas la négociation technique qui fera la différence. On a déjà abordé rapidement la question des finances. Et clairement, encore une fois, la mobilisation vers le respect des 100 milliards va être un élément critique de la réussite. Si on est toujours loin du compte, ça va peser sur la réussite de la conférence. Il y a un débat qui sera entamé à Glasgow on va commencer à négocier un objectif 2025, au-delà de 2025. Mais là, c'est un processus de négociation, c'est pas un objectif qui sera défini à Glasgow. Donc là, ça relève de la partie technique. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment en termes d'argent? C'est le contexte. Encore une fois, ce n'est pas la négociation qui fera ça, c'est autour de la négociation. Les Britanniques ont également une série de thèmes d'actions qu'ils mettent en avant dans différents domaines, et je ne me souviens plus de l'ensemble, c'est lié à l'action dans le monde réel. Les transports, l'énergie, on est de nouveau dans ces domaines. Encore une fois, ce n'est pas de la négociation, mais est-ce qu'on avance dans le vrai sens? Est-ce qu'on arrive vers la fin du moteur thermique et les acteurs de l'ensemble des pays qui disent voilà, on va fixer nos règles dans le même sens? Là, ce sont des décisions parallèles à la COP. C'est pas le type de choses qu'on valide dans une décision d'une COP. En revanche, s'il y a un vrai mouvement sur ces coalitions, ces acteurs, ça pèse pour la réussite. Et enfin, et c'est ça dont je parle principalement, mais je mets ça à la fin, ce sont des règles techniques, les décisions de la COP qui sortent des organes subsidiaires, la CMA pour l'accord de Paris, la COP agissant en tant que réunion de l'accord de Paris, etc., où on fixe les règles détaillées. Et le problème, c'est que cette partie-là est souvent secondaire d'un point de vue de l'importance politique, mais à la fin d'une conférence, c'est ce qui fait en sorte que la conférence se termine à l'heure ou non. Si c'est dimanche matin, midi ou quelque chose comme à Madrid, ou est-ce qu'on arrive à terminer le vendredi soir ou le samedi matin? C'est ces négociations qui vont perdurer. Et souvent, c'est ces bouts de papier qui est l'échec ou la réussite de négociations sur l'article 6, sur les règles de la transparence, sur les calendriers communs, et un certain nombre d'autres thèmes qui feront en sorte qu'on jugera ou non une réussite ou un échec la conférence. Mais je pense qu'il faut examiner l'ensemble de ces registres, et parfois un échec sur le volet technique ne devrait pas nuire à la réussite globale d'une conférence si on mobilise l'ambition
de les contributions nationales, si on mobilise les finances, est-ce que c'est vraiment la fin du monde si on n'a toujours pas des règles sur l'article 6 de l'accord de Paris, qui n'est pas essentiel pour la pleine mise en œuvre de l'accord de Paris? Mieux vaut ne pas avoir de mauvaises règles qui laissent entrer énormément de crédits qui ne font que saper l'ambition du système. Donc, c'est tentant de dire que c'était un échec parce que on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une décision. Pour une troisième fois, et personnellement, comme j'ai été responsable 2 fois de cet échec, je serais déçu que ça ne soit pas traité enfin. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas réduire l'échec ou la réussite à l'adoption ou non d'une décision sur tel ou tel point technique. Il faut regarder l'ensemble de ces registres, de l'ambition, des finances, de l'action dans le monde réel et de l'élaboration de règles techniques. Par rapport à la Chine et les États-Unis, désolé, j'avais oublié la deuxième partie de la question, c'est une relation essentielle, très compliquée. Je ne suis pas expert de la géopolitique des relations Chine-États-Unis. Il est clair quand même que les Américains veulent rétablir une relation avec les Chinois sur le climat. La question, c'est jusqu'où cette relation peut être déconnectée de l'ensemble des autres tensions sur les commerces, sur les droits de l'homme, sur Taïwan, sur un tas d'autres sujets qui montent et qui font en sorte que cette relation est beaucoup plus difficile à gérer qu'il y a 5 ans ou 8 ans sous Obama, au moment de l'accord de Paris. Il existait des tensions US-Chine, mais le climat a été traité un peu à part. Je pense que cette fois-ci, la question, c'est jusqu'où le climat fait partie des sujets à tension également entre les États-Unis et la Chine. Il y a sans doute des domaines de coopération qui sont possibles, mais il se peut que de plus en plus, on soit dans un monde de compétition et non pas de coopération. Et si la compétition essaie de faire le plus sur le climat, c'est peut-être une compétition qui change par rapport à la compétition du passé. C'est pas que la coopération qui est nécessaire pour agir. Je pense de plus en plus la Chine ne fixe pas ses objectifs sur le climat en fonction de ce que font les États-Unis, mais en fonction des intérêts de la Chine. Est-ce que les États-Unis sont capables de faire la même chose compte tenu du débat politique interne, des divergences? Ça reste à voir. Encore une fois, je ne suis pas suffisamment expert d'aller au-delà des remarques Café du Commerce là-dessus, mais... Alors, on va essayer de sortir du Café du Commerce avec une nouvelle question de Gilles Toussaint. Oui, j'avais une petite question supplémentaire concernant, vous avez évoqué les pertes et préjudices, et donc le fameux réseau de Santiago. C'est un serpent de mer qui traîne depuis quelques années déjà, mais moi j'ai entendu dire certains négociateurs de façon assez cynique qu'en gros cet objet visait surtout à donner satisfaction aux pays qui défendent cette approche des préjudices, mais qui n'obtiendraient jamais quelque chose de concret parce que politiquement c'est trop sensible, juridiquement c'est trop compliqué, techniquement parlant. Première question, est-ce qu'on voit quand même des perspectives évoluer par rapport à ça? Est-ce que l'horizon se dégage quand même un peu? Et deuxième question, est-ce que la judiciarisation qu'on voit aujourd'hui tout autour du climat avec, récemment, il y a eu l'affaire Urgenda aux Pays-Bas, il y a eu un jugement en Belgique il y a quelques jours, il y a eu un jugement en France, en Allemagne, donc il y a une influence, on va dire, via la justice, le levier de la justice sur la question climatique et sur les mesures climatiques. Est-ce que cette tendance risque aussi de pouvoir peser dans les années futures sur la question des pertes et préjudices, à votre avis? Bon, encore un sujet vaste. Moi, je discute des pertes et préjudices avec des experts sur le sujet, avec des pays depuis des années. Et c'est même, c'était avant mon temps, mais c'était même là au moment de la conception de la Convention, il y a 30 ans maintenant. Et c'était un des moteurs derrière la position des États insulaires, notamment au début.
On ne peut pas simplement limiter le changement climatique, on ne peut pas simplement s'adapter au changement climatique, on doit traiter également les conséquences. La difficulté vient lorsqu'on cherche à faire un lien entre les actions, la responsabilité pour la création du problème et les conséquences. Est-ce qu'il y a une responsabilité juridique de certains pays pour les conséquences et est-ce qu'il y a même la compensation? Et le terme perte et préjudice, la notion de préjudice, introduit clairement ce débat dans les échanges. En revanche, pour parler des impacts auxquels on ne peut pas simplement s'adapter, c'est un élément essentiel du débat. Et si on n'en parle même pas, on est en train de passer outre le cœur de l'action sur le climat. Si c'était possible simplement de s'adapter au changement climatique, c'était un peu la logique Nordhaus ou quelque chose, bon, 3-4 degrés, ça va, on va s'adapter, ça va pas coûter cher. Si c'était réel, on serait en train de faire ça. C'est faux, parce que ces conséquences sont beaucoup plus réelles, beaucoup plus importantes, et on ne peut pas simplement s'adapter. Et c'est ça l'objectif de la Convention, d'éviter les perturbations d'origine dangereuse, d'origine anthropique. Et ces perturbations dangereuses du climat ont déjà lieu, c'est le constat des impacts on peut maintenant attribuer au changement climatique, etc. Et on sait que c'est surtout dans certains pays. La question c'est, est-ce qu'on parle non seulement de l'attribution au changement climatique, mais à l'attribution en termes de responsabilité des acteurs? C'est là, ça coince. Et ce qu'on a mis en place en termes de travail sur les pertes et préjudices, c'est un travail sur comment gérer, comment comprendre, comment échanger d'expériences, comment agir et financer. C'était ça le réseau de Santiago, ça fait partie de ce troisième volet où on parle de l'action sur les pertes et préjudices, en mobilisant tous les acteurs, en mobilisant tous ces réseaux, toujours en laissant de côté la question de compensation. Au niveau de Paris, lorsqu'on a mis l'article 8 sur les pertes et préjudices dans l'accord de Paris, on a mis également un paragraphe dans la décision 1 CP21 qui accompagnait l'accord de Paris en disant l'inclusion de l'article 8 ne crée pas de base pour la responsabilité ou la compensation. Et ça reste la position clairement des pays développés, mais de plus en plus de pays en développement, même si le G77 va souvent dire qu'il est d'accord, on constate que les Chinois, par exemple, ne veulent pas parler de responsabilité ou de compensation, parce que la responsabilité de la Chine maintenant est beaucoup plus marquée. Donc, tant que ce débat reste sur les actions pour répondre aux impacts réels, aux pertes, aux préjudices subis, on peut coopérer. Si on commence à parler de responsabilité juridique et de compensation, ça bloque totalement. Et la construction a été mise en place de sorte à éviter ça. Je me souviens de Salim ul Hook de Bangladesh, un des grands experts sur le sujet, qui a dit c'est comme une grande maison, on peut explorer la maison. Il y a une porte qui dit compensation. On va laisser cette porte fermée à clé, mais on va explorer le reste de la maison. Et c'est ça qu'on est en train de faire avec les travaux du mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices et sur le réseau de Santiago qu'on a fait. On est en train d'explorer cette maison ensemble. Alors, la question de la justice, ça peut être une façon de réintroduire ces questions. Si ça arrive, ça va être assez intéressant. Mais ça arrivera parce que nous sommes incapables d'en parler au sein de la Convention climat. On est incapable de nous mettre d'accord sur un tel sujet dans un cadre multilatéral qui fonctionne par consensus. Et donc, si la justice dans différents pays va se prononcer sur tel ou tel sujet en disant, voilà, vous avez une responsabilité. Pour l'instant, c'est une responsabilité à agir. La question, c'est est-ce que c'est également une responsabilité pour compenser? Là, ce serait franchir une étape de plus. Dire que les objectifs ne suffisent pas et nous devons faire beaucoup plus, comme l'accord allemand
par rapport à l'inégalité des générations futures qui doivent porter beaucoup plus le fardeau. C'est une chose. Si on va vraiment vers la responsabilité pour compenser les impacts, ça transformera l'équation. Pour l'instant, on n'y est pas. Une question de Louise Salé. Oui, bonjour. J'avais une question sur l'influence de la sortie prochaine du 6e rapport du GIEC, en fait, qui par le hasard du calendrier va se dérouler juste avant la COP, et comment cette sortie, cette publication va influencer la COP. Bon, on fait l'ensemble du rapport du sixième rapport d'évaluation va sortir en partie cette année et ensuite l'année prochaine. Donc, ça va être étalé sur les 2 ans avec les 3 rapports et ensuite le rapport de synthèse. Donc, je pense que ça aura un impact important sur la COP de Glasgow et ensuite sur la COP en Afrique, probablement en Égypte, selon ce qu'on entend, même si je n'ai pas vu de confirmation officielle, peut-être vous l'aurez vu, mais je l'ai loupé, en 2022. Et comme j'ai dit, il y a également ensuite la façon que ça informera le bilan global qu'on mènera en 2023. Et donc, d'un point de vue structurel, c'est surtout que ça sera intégré pleinement dans la préparation du bilan global pour 2023. C'est un des intrants des travaux, je dirais un des principaux intrants, parce que le groupe 1 qui sortira fin d'été à la rentrée sur la science du changement climatique nous parlera de la réalité du phénomène et de ce qu'on peut attendre. Le rapport du groupe 3 après Glasgow sur ce qu'on peut faire et le groupe 2 sur les impacts et l'adaptation. Et ensuite, la synthèse fera le point global. Donc, je pense que chaque produit aura un impact un peu différent. La science, c'est la certitude. Mais nous l'avons déjà, mais c'est quelle certitude de plus sur la réalité du phénomène. Le groupe 3, c'est là où je pense, et c'est ça, après Glasgow, mais je pense que c'est peut-être le plus intéressant cette fois-ci, parce que c'est là où on parle des solutions. C'est là où on parle de l'atténuation du volet socio-économique, et surtout jusqu'où on dépasse la logique qui a un peu dominé jusqu'ici de parler de coût-bénéfice dans l'ensemble pour vraiment regarder l'ensemble des aspects socio-économiques qui doivent informer l'action. Je pense que le GIEC fait un réel effort de faire une analyse plus large et je pense que le groupe 3, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la véritable question. Ce n'est pas la question quel est le changement climatique. Le groupe 1 nous apportera des précisions, y compris sur les budgets carbone, etc., qui restent. Mais le véritable sujet, c'est que faire. Et pour moi, c'est la façon qu'on utilise le groupe 3 qui sera centrale. Comment concrètement ça influe les travaux de la COP à Glasgow? Bon, j'imagine que le groupe 1, les gens auront lu au moins le rapport le résumé des décideurs. Quand j'étais président de SAPSTA, j'avais fait des événements informels avec le GIEC, avec les présidents du GIEC et les auteurs pour entrer un peu dans une explication des rapports spéciaux, un 5 et les 2 rapports spéciaux sur les terres et l'océan et la cryosphère. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié ces moments parce que ça permettait d'approfondir la connaissance des personnes présentes et le dialogue entre les scientifiques et les décideurs, les délégués, etc. J'espère qu'on va pouvoir faire ça, mais c'est surtout la façon qu'on va intégrer ça dans les actions de préparation du bilan et l'influence qu'auront ce rapport également sur le débat politique dans l'ensemble des pays, et notamment pour pousser pour plus d'ambition et plus d'action. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous rappelle que nous pouvons nous retrouver
Toujours pour parler climat, le 28 juin, avec une visioconférence avec Corinne Lequeré, la présidente du Haut Conseil pour le climat. Sinon, ceux qui s'intéressent aux questions nucléaires pourront suivre la conférence donnée par Kate Barnes, historienne au MIT, qui vient de publier un bouquin sur son décryptage des archives de la gestion de la catastrophe de Tchernobyl par les autorités soviétiques. Ça, c'est demain après-midi. Paul, un grand merci de nous avoir consacré du temps. Merci pour ce gros effort de pédagogie sur des sujets qui ne se simplifient pas d'année en année. Et je pense qu'on sera tous morts quand on verra des solutions à tous les sujets qu'on a évoqués ce matin. Grand merci, on ne sait jamais. J'espère que l'article 6 sera réglé avant, mais bon, peut-être pas, je ne sais pas. On peut prendre les paris. Grand merci à vous toutes et tous, et puis à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.